Donc, bonjour à tous. Je remercie beaucoup Paul Lou de m'avoir invité à participer à l'organisation de cette journée et avoir proposé de discuter maintenant avec vous d'un sujet difficile, qui est la question de la définition des critères de priorisation dans l'accès aux thérapies coûteuses. Comme vous le savez, on a vu récemment arriver sur le marché un certain nombre de traitements qui suscitent beaucoup d'espoir, mais qui en même temps posent des difficultés de financement en raison des prix très élevés qui sont revendiqués par les laboratoires pharmaceutiques. On pense en particulier en cancérologie à certaines hormonothérapies pour lesquelles les prix finalement négociés s'élèvent autour de 6 000 € par mois, par patient, par ligne de traitement, ce qui représente, si on prend la durée moyenne de traitement annuel, un coût d'environ 100 000 € par an et par patient. Le financement de ces innovations est susceptible de rentrer en concurrence avec d'autres investissements publics qui font aussi l'objet d'attentes sociales fortes. On a parlé ce matin de la prise en charge des personnes âgées en situation de dépendance. On peut citer également des enjeux en termes d'environnement, en termes d'éducation, en termes de lutte contre la pauvreté et la précarité. Du coup, le prix de ces innovations nous amène à nous poser la question du prix que nous pouvons collectivement accepter de payer, du prix maximum que nous pouvons collectivement accepter de payer pour les financer. Et on constate d'ailleurs que le sujet a commencé à être de plus en plus abordé dans le débat public. En 2013-2014, un ensemble d'oncologues en France et aux États-Unis ont lancé une pétition pour souligner les difficultés posées par le financement de ces traitements. Plus récemment encore, le président de l'Institut Curie a lancé un cri d'alerte dans la presse en 2017. La Ligue contre le cancer également a souligné les difficultés posées par le prix de ces médicaments. Donc les économistes contribuent à apporter des réponses à la question posée du prix maximum que l'on pourrait accepter de payer pour ces innovations en proposant de considérer que le coût dépend de l'efficacité. Plus le traitement est efficace, plus il serait cohérent d'être prêt à accepter un prix plus élevé. Mais en revanche, si l'efficacité est faible, le prix devrait être plus bas. Et pour ça, ils calculent ce qu'on appelle un ratio différentiel coût-résultat qui permet de mesurer la capacité à produire des gains de santé par euro dépensé associé à un produit. Et donc ce RDCR va dépendre à la fois du prix qui est demandé et de l'efficacité. Et il faut bien noter que le RDCR va prendre en compte l'impact de l'intervention sur l'ensemble des dimensions des troubles associés à la maladie, c'est-à-dire à la fois l'espérance de vie, mais aussi la qualité de vie, la douleur, etc. La question toutefois que se posent les économistes et auxquels ils sont confrontés, c'est de savoir si ce montant maximum que l'on serait prêt collectivement à payer pour produire un gain de santé donné, par exemple une année de vie sauvée supplémentaire en bonne santé, est-ce que ce montant maximum doit varier en fonction des circonstances dans lesquelles le gain en santé est produit, par exemple en fonction de la gravité de la maladie, de savoir s'il s'agit d'une maladie rare ou pas, de savoir si les individus qui vont bénéficier des gains en santé ont subi des inégalités sociales tout au long de leur vie, en fonction de l'âge de la population. En économie, traditionnellement, on ne tient pas compte de ces circonstances individuelles, parce que le calcul économique s'appuie sur l'éthique utilitariste qui considère, selon le principe que vous connaissez bien, chacun compte pour un et personne pour plus d'un, un quali égale un quali égale un quali. Habituellement en économie, on considère que produire un an de survie supplémentaire va avoir la même valeur, quelle que soit la situation dans laquelle cette année de vie est produite. De la même façon, si je parle là de qualité de vie, dans le calcul économique traditionnel, si vous gagnez de 0,1 point sur une échelle de 0 à 1, d'accord, c'est la même valeur de passer par exemple de 0,3 à 0,4 que de passer de 0,6 à 0,7. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Dans le calcul économique traditionnellement tel qu'il est utilisé, tous les gains ont la même valeur, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils sont produits. Toutefois, on constate que les pratiques des agences tendent à prendre en compte certaines circonstances. En Grande-Bretagne, par exemple, mais également aux Pays-Bas ou en Australie, les agences d'évaluation des technologies de santé admettent pouvoir recommander au remboursement des produits qui sont associés à des ratios différentiels coût-résultat très élevés dans certaines circonstances. Par exemple, dans des situations de fin de vie ou lorsqu'il s'agit d'une maladie rare.
Dans d'autres pays, les agences n'ont pas explicité a priori les critères dans lesquels, les situations dans lesquelles elles pouvaient admettre et recommander l'admission au remboursement de produits très coûteux par rapport à leur efficacité, mais considèrent que ces décisions doivent être prises au cas par cas. Donc c'est le cas notamment de la Belgique ou de l'Allemagne. En France, on a vu récemment à la fois l'IGAS et la Haute Autorité de Santé souligner qu'il était utile de soumettre ces sujets au débat public, que l'explicitation des priorités pouvait permettre de guider les procédures de fixation de prix et de remboursement. On peut par ailleurs ajouter que l'explicitation des priorités pourrait servir également à orienter les programmes de recherche, de soutien à la recherche. Il faut préciser que dans le cadre de cette présentation, la priorisation, elle est toujours abordée au sujet de population cible et non au sujet d'individus en particulier. C'est-à-dire que la question qui est posée, c'est est-ce que la valeur des gains en santé produits, varie en fonction des caractéristiques de la population cible, qui est la population de patients moyens, avec des caractéristiques moyens, d'âge, de situation, etc., et non pas d'individus en particulier. Pourquoi ? Parce qu'en Europe et partout dans le monde, à aucun moment le calcul économique aujourd'hui, en tout cas explicitement, n'est pris en compte pour guider les décisions individuelles de prescription. D'un point de vue théorique, toutefois, il est vrai que les modèles de justice sociale qui sous-tendent les critères de priorisation seraient assez similaires si l'on discute de ce sujet au niveau de la population cible ou au niveau individuel. Mais l'expérience est tout à fait différente. Et c'est un sujet qui est finalement assez peu discuté puisqu'on n'utilise pas ces outils d'aide à la décision au niveau individuel. On ne vivrait pas de la même façon le fait de ne pas avoir accès à un traitement parce qu'il a été décidé que le traitement était trop cher et pas assez efficace pour l'ensemble des gens qui ont la même maladie que nous, que de se voir refuser individuellement un traitement parce que nos caractéristiques font qu'il serait inefficient ou qu'on ne serait pas considéré comme un individu prioritaire compte tenu de nos caractéristiques. L'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter de façon synthétique les questions que pose la priorisation en santé, telles qu'elles apparaissent dans la littérature. Et on va voir qu'il y a en fait deux principales séries de questions qu'il convient de distinguer. Une première série de questions, c'est de savoir quel est le processus légitime pour définir les priorités en santé. Est-ce qu'on doit ou pas s'accorder sur des priorités ou n'établir aucune priorité, et si oui, lesquelles ? Et comment s'appuyer ensemble, comment construire ensemble la discussion sur ce sujet. La deuxième série de questions, c'est de savoir, si tant est qu'on ait décidé d'établir des priorités, comment les prendre en compte dans le processus de décision et d'évaluation. Je conclurai cette présentation en vous présentant quelques pistes de recherche en cours et en vous proposant un focus sur le critère de Ferenings. Donc la première question, quel processus légitime pour définir des priorités en santé ? Je vais là vous proposer de distinguer trois principales options, sachant qu'elles ne sont pas exclusives les unes les autres. On peut les combiner ensemble. Donc la première possibilité, c'est finalement de s'appuyer sur une approche démocratique, et c'est de demander au Parlement, finalement, de nous répondre à la question de savoir si on doit établir ou pas des priorités en matière d'allocation des ressources en santé. Est-ce qu'il y a des groupes de patients qui devraient se voir prioritairement accorder des ressources en santé, ce qui se traduit en fait concrètement par le fait de recommander le remboursement malgré le fait que les traitements sont très chers et moins efficaces que ce qu'on habituellement on s'autorise à admettre. Donc on peut solliciter le Parlement, mais on peut aussi solliciter des organes consultatifs par le biais, et solliciter une approche plus délibérative. On peut solliciter le CCNE, on pourrait solliciter la Conférence nationale de santé. On pourrait aussi, à l'instar de ce qu'ont fait les Anglais, tirer au hasard dans la population cible des représentants de la société civile et les réunir dans une sorte de juré de citoyens. Et les Anglais, par exemple, ont ce qu'ils appellent le Citizen Council. Ils tirent au sort des individus, ils les réunissent sur 3 jours, ils leur présentent les problèmes et ils attendent d'eux qu'ils prennent une position normative sur des questions de valeur. On pourrait adopter une autre approche qui a été utilisée notamment en Grande-Bretagne et en Belgique. C'est de mener en population générale des enquêtes pour révéler les préférences des individus sur ces questions de priorisation.
Donc, par exemple, en Angleterre, l'université de Sheffield s'est vu confier la réalisation d'une vaste enquête menée auprès de 4000 personnes en population générale. Une enquête assez similaire a été réalisée en Belgique. Donc, en gros, on présente aux individus qui sont interrogés des groupes de patients, sachant que ces groupes de patients vont être caractérisés par une situation différente, soit en termes de sévérité de la maladie, soit en termes d'âge, soit en termes d'effets que pourrait avoir sur eux le traitement, les gains qu'ils peuvent en tirer, ou en fonction de la qualité de vie, de la douleur, par exemple, qu'ils expérimentent. Et on présente les situations de groupes différents sur ces différentes caractéristiques et on demande aux individus quel groupe de patients, selon eux, devrait se voir accorder prioritairement des ressources. Et on leur demande s'ils pensent que certains groupes peuvent se voir prioritairement allouer des ressources ou s'ils refusent d'établir une priorité entre les groupes. Et on en déduirait, du coup, une sorte de photographie des préférences en matière de redistribution de la population française. Et on peut en déduire, du coup, des coefficients de pondération qui nous permettraient ensuite d'être utilisés pour les utiliser lorsqu'on valorise les gains en santé. Donc, comme je l'ai dit, en vérité, ces deux premières options, elles sont complémentaires. On peut très bien imaginer, par exemple, renseigner le Parlement ou des organes consultatifs des résultats d'enquêtes menées en population générale, dans lequel on a différents types d'éléments pour nourrir les discussions. Mais on a une troisième option qui est le fait d'orienter la discussion sur les différents modèles de justice sociale envisagés et discutés dans la littérature, notamment en philosophie, et leur application en santé. C'est-à-dire qu'on peut orienter les discussions sur, par exemple, les 4 modèles de justice sociale que vous connaissez. L'utilitarisme, qui propose de poursuivre un objectif de maximisation de la somme des utilités individuelles. En fait, le critère de priorité qui est sous-tendu par l'utilitarisme, c'est la capacité à bénéficier. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, on alloue en priorité les ressources en fonction de la capacité des individus à bénéficier de l'intervention, c'est-à-dire à en tirer des gains de santé. Et c'est ça, finalement, le critère qui est sous-tendu par le calcul économique classique. Mais on pourrait mettre en perspective, bien sûr, ce modèle de justice avec le modèle de justice fondé sur l'approche par les capacités, qui consiste à viser un objectif de répartition équitable des opportunités de fonctionnement. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que les populations prioritaires sont celles qui sont défavorisées du point de vue des capacités, celles qui disposent du moindre éventail de capacités par rapport aux autres. Et donc on va valoriser les interventions de santé qui permettent d'augmenter au maximum les capacités de ces individus qui en sont privés. On pourrait aussi discuter donc d'autres modèles de justice alternatifs. Le luck égalitarisme, on l'a évoqué tout à l'heure, qui consiste à orienter l'allocation des ressources de façon à garantir au maximum une dotation initiale en ressources pour favoriser l'égalité des chances. Donc par exemple, on peut souligner que si on privilégie ce type-là de modèle, le critère de priorité que l'on pourrait retenir pour guider l'allocation des ressources en santé serait la réduction des inégalités sociales de santé, par exemple. Ou bien, on peut envisager un 4e modèle qui est moins souvent évoqué, que j'appellerais ici le outcome equality, qui consiste à répartir les ressources de façon à garantir une répartition équitable des résultats. Donc non pas des opportunités, mais des résultats sur des dimensions jugées fondamentales, qui peuvent être le niveau de revenu, le niveau de relations sociales de qualité, la durée de vie, ou tout autre type de dimension dont on s'accorderait ensemble pour considérer qu'elles sont essentielles. Donc, maintenant, la deuxième série de questions, si tant est qu'on arrive à mener ce type de discussion, qu'en France, par exemple, on s'accorde sur le fait que certaines populations pourraient se voir prioritairement allouer des ressources et qu'on ait une liste précise de ces priorités, comment ferait-on maintenant pour le prendre en compte dans la décision publique ? Donc là, encore une fois, je vous propose de distinguer 4 principales options. Et encore une fois, elles ne sont pas mutuellement exclusives, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser ensemble. La première possibilité, c'est toujours, encore une fois, de s'en remettre à une approche délibérative. Donc finalement, c'est de donner ces indications sur les priorités que la collectivité française souhaiterait voir implantées aux comités qui sont en charge de la production de recommandations en matière d'admission, remboursement, etc.
Et donc, du coup, les comités auraient connaissance de ces principes et seraient responsables de les prendre en compte dans le jugement qu'ils portent sur les interventions. L'autre possibilité, c'est de faire ce qu'on fait déjà dans d'autres contextes de décision, notamment en Grande-Bretagne, mais dans d'autres pays également, c'est d'utiliser les critères de priorité pour définir des situations dérogatoires à la règle de décision commune. Donc, par exemple, vous le savez, le NICE a une règle de décision commune qui est qu'en principe, l'agence ne recommande pas au remboursement des traitements qui sont associés à des ratios différentiels coût-résultat supérieurs à 50 000 €, mais elle a prédéfini des situations dans lesquelles elle peut toutefois le recommander, notamment dans des situations de fin de vie. On peut envisager une troisième option qui propose de définir ce qu'on appelle des algorithmes décisionnels, c'est-à-dire l'analyse multicritère, c'est-à-dire que ça consiste à demander à des individus qui participent au comité d'évaluation de donner un score sur différentes dimensions au sujet d'une intervention ou de la maladie dans laquelle elle est censée intervenir. Donc, par exemple, le niveau de gravité de la maladie, de l'impact qu'a l'intervention sur la réduction des troubles, les injustices qu'ont pu subir les individus qui sont affectés par la maladie tout au long de leur vie, compte tenu des déterminants socio-économiques de santé, etc. Et on va utiliser ensuite les préférences révélées en matière de priorité de la population civile pour établir des pondérations sur ces différentes dimensions. Et on combine l'ensemble de ces éléments pour synthétiser les jugements qui sont portés par l'ensemble des personnes qui participent à ces comités d'évaluation. Mais on est toujours sur un jugement qui est porté sur un score par des individus, mais qu'on synthétise et qu'on a fortement formaté. La quatrième possibilité, c'est de prendre en compte les priorités qui auraient été explicitées dans le calcul économique. C'est de faire en sorte que le calcul économique, son objectif ne soit pas d'évaluer l'intervention sous l'angle de l'objectif de l'évaluation de la capacité à bénéficier des individus par euro dépensé. C'est-à-dire qu'on ne va pas fonder le calcul économique sur un objectif de maximisation de la production des utilités individuelles, conformément à une éthique utilitariste. On va refonder le calcul économique pour qu'il réponde à d'autres questions qui peuvent être, par exemple, la capacité d'une intervention à réduire des inégalités par euro dépensé. Donc, par exemple, on peut évaluer une intervention sous l'angle de l'approche par les capacités pour savoir, parmi l'ensemble des interventions disponibles, laquelle nous permet de réduire au maximum les incapacités et d'augmenter les opportunités de fonctionnement. Donc, on a, par exemple, des travaux qui sont réalisés à l'Université de Birmingham qui ont développé un questionnaire de qualité de vie fondé sur l'approche par les capacités, qui s'appelle l'ICCAP. Et donc, du coup, on peut utiliser ce questionnaire pour voir quel est l'impact d'une intervention sur l'élargissement des champs de possibilités des individus. Et on pourra, du coup, évaluer l'intervention sous cet angle-là. De la même façon, on a travaillé sous la direction de Marc Fleurbet à l'Université de Dauphine sur l'opérationnalisation d'une approche que l'on appelle l'approche par le revenu équivalent santé et qui va évaluer les interventions de santé sous l'angle d'un objectif de réduction des inégalités de santé et de revenus. Donc l'objectif n'est pas, comme dans le calcul économique utilitariste classique, de l'évaluer, l'intervention de santé, sous l'angle de la maximisation de la quantité d'utilitaires individuels, mais en vertu d'un autre objectif. De la même façon, on a l'Université de York qui a travaillé il y a quelques années sur une évaluation qui comparait les interventions sous l'angle de leur capacité à réduire les inégalités d'espérance de vie ajustées sur la qualité de vie. Comme on l'a dit, toutes ces options ne sont pas exclusives. On peut par exemple utiliser les résultats de l'évaluation économique basés sur des critères de répartition alternatifs à l'utilitariste pour documenter une approche délibérative ou pour documenter le travail qui est fait sur des analyses de type multicritère. Donc maintenant, pour finir cette intervention, dans le cadre d'une forme de troisième partie, on peut regarder quelles sont les principales pistes de recherche en cours pour avancer dans ces réflexions. Le premier travail qui reste à poursuivre, c'est la poursuite des travaux empiriques sur ces méthodes d'évaluation qui permettent de prendre en compte des critères de priorité alternatifs aux critères utilitaristes.
Donc, je mentionnais les travaux de l'Université de Birmingham sur l'ICCAP qui permettent de faire fonder l'évaluation sur l'approche par les capacités. Aujourd'hui, il y a des chercheurs en France qui travaillent sur la traduction de ces questionnaires en français et sa validation. Et donc, tous ces travaux doivent être poursuivis pour qu'on puisse aujourd'hui concrètement proposer d'opérationnaliser là ce type d'outils. De même, on doit également faire un travail pour produire des valeurs françaises concernant les fonctions de pondération pour utiliser ces questionnaires, puisqu'on a du coup une évaluation de l'effet de l'intervention sur différents domaines de capacité, mais après, il faut pouvoir synthétiser ces différents domaines-là. Et pour ça, on s'appuie sur les résultats de travaux menés en population générale. De la même façon, on doit poursuivre le travail sur l'opérationnalisation de l'approche par le revenu équivalent santé, notamment en s'interrogeant sur les façons de modéliser les événements de santé, etc. Donc à côté de ces travaux empiriques, il y a tout un autre type de travail qui consiste à poursuivre la discussion sur les critères qui sont aujourd'hui discutés dans le débat public et leurs fondements normatifs. Notamment, il nous semble utile de s'interroger sur le lien qu'il peut y avoir entre des critères qui sont souvent discutés et les théories de justice sociale complètes que l'on a mentionnées à l'instant. Par exemple, on peut se demander dans quelle mesure une agence qui souhaiterait allouer en priorité des ressources en santé dans des contextes de maladies ayant des effets sur des situations de handicap pourrait en fait s'expliquer par la prévalence d'un modèle de justice sociale proche de celui de l'approche par les capacités. D'une autre façon, on voit que le critère de priorité vis-à-vis de patients ayant subi des inégalités socio-économiques tout au long de leur vie est un critère de priorité qui peut être justifié quasiment par les 3 derniers modèles de justice sociaux que je vous ai présentés. Quand on regarde également le critère de priorité vis-à-vis des populations atteintes de maladies rares, il y a tout un travail aussi d'analyse pour comprendre qu'est-ce qui fait que dans une maladie rare, on ait une priorité par rapport à d'autres patients. Est-ce que c'est uniquement la structure de financement de la recherche qui est défavorable, ou est-ce que finalement ce n'est pas les conséquences de la maladie sur la vie des personnes, à savoir par exemple le nombre de fonctionnements auxquels ils ont accès, leur espérance de vie, leur qualité de vie, auquel cas le critère de priorité vis-à-vis de patients souffrant de maladies rares pourrait également être justifié par une approche par les capacités par exemple, ou par une approche que j'ai proposé de mentionner, la Outcome Equality. Donc ça, c'est ce travail sur les critères, il est utile parce que ça permet de justifier le critère plutôt que finalement collecter tous les critères comme ça et en faire une liste en les additionnant et ça permet d'en voir la cohérence. Alors, on a par exemple essayé de faire un travail sur la question du Fair-Innings qui renvoie à la priorisation accordée vis-à-vis des populations les plus jeunes, pour savoir qu'est-ce qui justifiait, qu'est-ce qui pouvait, d'un point de vue normatif, légitimer cette priorité vis-à-vis des populations les plus jeunes. Le critère de Fair-Innings, il a été mis en avant par un philosophe qui s'appelle John Harris. Il a ensuite été repris par Alan Williams, qui est un économiste assez connu en santé. Et avant d'en discuter, il faut bien voir que le critère de Fair-Innings consiste à donner plus de valeur au gain d'1 an de vie supplémentaire en fonction de l'âge des patients. Mais il n'accorde pas de priorité aux plus jeunes en vertu de l'espérance de vie dont ils disposent. La question qui est sous-tendue par le Fair-Innings, c'est est-ce que gagner 1 an de survie supplémentaire a plus de valeur quand on a 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans. Harris propose de considérer que, effectivement, il y aurait une priorité vis-à-vis de populations plus jeunes parce qu'on aurait tous finalement le droit à une durée de vie jugée raisonnable et qu'on subit une injustice forte quand on en est privé. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est de savoir d'un point de vue normatif, qu'est-ce qui justifie de chercher à égaliser les durées de vie plutôt qu'autre chose? Parce qu'en fait, à travers le critère de Fair-Innings, ce qu'il y a, c'est un objectif d'égalisation des durées de vie. C'est-à-dire, ça consiste à considérer que les individus qui sont privés d'une durée de vie donnée subissent une injustice que la collectivité serait davantage responsable de compenser. Et donc, on a envisagé 3 arguments possibles et on a analysé les limites de ces arguments.
La première possibilité, c'était d'envisager dans quelle mesure l'objectif d'égalisation des durées de vie pouvait être justifié au nom d'un objectif d'égalisation des opportunités de bien-être, ce qui en fait revient à considérer que la durée de vie, enfin vivre est la première condition pour ressentir du bien-être. Et donc du coup, les gens qui sont privés d'années de vie sont privés de la possibilité de ressentir de la satisfaction. La limite de cet argument, c'est qu'on sait que certains individus vont déclarer avoir une vie courte et très heureuse, d'autres une vie très longue et malheureuse. En vérité, quand on fait ça, on utilise la durée de vie comme un proxy pour estimer la quantité de bien-être dont vont profiter les individus. Et ce proxy, eh bien, il est maladroit puisque, de fait, il ne se vérifie pas. La deuxième possibilité, c'était de se demander dans quelle mesure le critère de Ferenc pouvait être justifié au nom d'un objectif d'égalisation du temps offert aux individus pour réaliser leur plan de vie, conformément à une approche rawlsienne. Donc l'idée, on s'appuie pour ça sur une discussion de Norman Daniels, c'est de dire que les individus forment des projets de vie en s'appuyant sur une idée, une représentation qu'ils se font du temps que va durer leur vie, qui peut être conventionnelle ou liée à l'histoire familiale, et que du coup, les individus qui décèdent prématurément vont se voir privés la possibilité finalement d'aller jusqu'au bout de leur projet de vie. La limite de cet argument, c'est la question de la possibilité d'avoir réellement des projets de vie formés au début de sa vie et de ne pas voir évoluer ces projets de vie. Et on peut discuter, on parle souvent en économie du phénomène d'adaptation des préférences. Et bien là, on peut parler du phénomène d'adaptation des projets de vie et se dire finalement, il n'est pas du tout certain qu'arrivé au terme d'un certain nombre d'années, eh bien, on ait les mêmes projets de vie que ceux qu'on avait au début. La troisième possibilité, c'était de justifier le critère de Ferenc au nom d'un objectif d'égalisation du temps offert aux individus pour accepter la mort. En fait, on est parti du constat que souvent, le contexte concret dans lequel se pose la question de la valeur des gains en santé, c'est souvent dans le cas de maladies qui vont affecter précocement et brutalement des individus. Et il y a effectivement, dans la décision publique, une difficulté à ne pas valoriser de façon supplémentaire le fait d'offrir un répit pour permettre à ces personnes-là d'avoir davantage de temps pour se préparer à la mort. La question du montant maximum que l'on peut consacrer pour certaines innovations, elle s'est posée en premier lieu, par exemple, dans certains cancers du pancréas, dans lequel la déclaration de la maladie se fait très tardivement. Et on avait des produits qui amélioraient de 3 semaines l'espérance de vie. Et en fait, la question qui se posait, c'était 3 semaines dans ce contexte-là. Ça peut paraître peu, mais en fait, dans ce contexte-là, finalement, c'est beaucoup. Parce que ces gens-là ne s'attendaient pas du tout à décéder aussitôt. Donc, on s'est demandé dans quelle mesure, finalement, à travers la question de l'âge, il n'y avait pas cette question du caractère imprévisible, en fait, du décès, qui fait que ça privait l'individu d'un travail psychologique ou philosophique, d'acceptation de sa finitude, etc. Au-delà de toutes ces discussions, il faut préciser que le critère de Ferenc n'est mis en place formellement, explicitement nulle part en Europe. Il n'y a aucune agence qui envisage, enfin l'Angleterre l'a envisagé et l'a écarté très rapidement, de prendre en compte la question de l'âge. En dehors du critère d'efficience qui va prendre en compte la question de l'âge, mais indirectement. C'est-à-dire que le calcul économique traditionnel va effectivement valoriser des interventions qui vont avoir un effet sur une longue espérance de vie. D'accord ? Mais comme on l'a dit, dans le calcul économique traditionnel, 1 an égale 1 an, quelle que soit la situation. Pour autant, il faut souligner qu'en pratique, il y a quand même des dispositifs qui parfois conduisent à donner une priorité aux populations les plus jeunes. Par exemple, en Grande-Bretagne, vous avez pour les médicaments qui n'ont pas été recommandés au remboursement un dispositif de financement qui s'appelle particulier, qui s'appelle le Cancer Drug Fund, et dans lequel on peut soumettre un dossier pour demander le remboursement particulier du produit. Et là, on observe que les cancers pour lesquels les traitements sont le plus souvent finalement remboursés sont des cancers qui touchent des populations plus jeunes. En tout cas, qui affectent fortement l'espérance de vie par rapport à la moyenne de la population. Et par ailleurs, on trouve également un critère d'âge dans les critères de priorisation de la recherche proposés par l'OMS à travers ce qu'on appelle le fardeau de la maladie. Donc en conclusion, il est important de souligner qu'en France, aujourd'hui, il n'y a aucun critère de priorité officiel et explicite en matière d'allocation des ressources en santé. Les produits sont remboursés en fonction de leur efficacité uniquement, qui est évaluée à partir de critères cliniques.
En pratique, il est quand même possible que certains critères de priorité puissent intervenir dans la décision publique ou dans les décisions de soins. D'abord, il peut y avoir une prise en compte implicite du prix des produits dans l'évaluation qui est faite de l'efficacité, et peut-être même à l'insu même des experts qui le font. D'autre part, lorsque la décision de remboursement est prise, il y a une négociation de prix qui se fait entre les laboratoires et par exemple le comité économique des produits de santé. Cette négociation peut prendre plus ou moins de temps en fonction du prix qui est demandé par le laboratoire et de la priorité que le CEPS pourrait internaliser de la collectivité civile. Si le produit bénéficie d'une ATU, dans ces cas-là, le temps de la négociation n'a pas d'effet sur l'accès, en tout cas formellement. Il peut avoir un effet sur certaines personnes qui n'auraient pas accès au centre dans lequel l'ATU est délivrée. Mais s'il n'y a pas d'ATU, là, dans ces cas-là, il y aura bien un retard dans l'accès au traitement en fonction de la durée de la négociation. Et puis le dernier point, c'est que lorsqu'un traitement coûteux n'est pas inscrit sur la liste en sus ou lorsqu'il sort de la liste en sus, certains établissements pourraient renoncer à l'administrer s'ils considèrent que le tarif du GHS ne rend pas suffisamment compte du prix du produit. En conclusion, certains acteurs considèrent que l'explicitation des priorités, en particulier les économistes le plus souvent, permettrait d'améliorer la transparence des processus et qu'elle est rendue nécessaire pour négocier efficacement les prix des médicaments avec les industriels. Mais il faut bien souligner que ce constat il est posé dans le cadre d'un contexte particulier de fixation des prix et de remboursement et d'organisation de la recherche et le développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de la priorisation, elle est posée parce qu'on négocie des prix avec des acteurs privés qui, eux, sont incités à nous demander le prix le plus élevé possible. Donc si on était dans un autre contexte, la question se poserait peut-être tout à fait différemment. C'est ce contexte qui fait qu'on s'interroge sur ce montant maximum que nous pouvons collectivement accepter de payer. Ceci dit, ce n'est pas du tout certain que si même on allait vers une recherche complètement publique, on ne se pose pas la question de la priorité. D'autre part, et ce sera mon dernier point, il est évident que l'ensemble des discussions que je viens de vous présenter s'inscrivent dans le cadre d'une approche conséquentialiste qui caractérise la discipline économique et qu'il est possible à l'ensemble de ces éléments d'opposer des principes de type déontologique. Je vous remercie.